Salut mes petits cotiseurs, c'est Amical. Debout de bon matin pour aller cotiser comme d'habitude. Il est à peu près 5 heures du matin. Je n'ai pas fait de vidéo hier, désolé, parce que il y avait tellement de voitures qui passaient tout le temps et j'étais tellement fatigué que le son était pourri, que j'étais pas motivé. Et j'ai envie de crever depuis quelques jours parce que la vie est dure. Mais je remonte la pente, regardez, j'ai le sourire. La rosée du matin et du pétrolum prend mes narines. Le chant des oiseaux m'enchante. Je vois l'humus matinal et la rosée sur les plantes. Cela m'inspire un haïku, j'ai envie de dire. Un haïku que voici. La frite a beau tomber, se relevant, jamais ne tombe la friture. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une... C'est débile. Je voulais vous parler... Il y a longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'effet des méthodes de communication modernes sur la mémoire et comment elle réarrangeait un petit peu le fonctionnement de celle-ci et comment notre cerveau s'en servait. Bref, en gros, j'avais dit un truc, je fais le grosso merdo, pour les gens qui sont utilisateurs fréquents d'ordinateurs, de téléphones et de tout ce qui est appareil numérique pour la prise en note de données, pour la communication en ligne, que ce soit professionnellement, de manière intime, Instagram, Discord, etc. ou un peu des deux. Eh bien, on avait remarqué des petites différences générationnelles sur le fonctionnement de votre mémoire et de votre recherche de données en général. Et ces différences vont se faire de plus en plus marquantes de génération en génération. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on est déjà dans une sorte de transhumanisme. D'ailleurs, on va définir ce qu'est le transhumanisme. Déjà dans une forme de transhumanisme sur comment vous traitez les informations et comment vous les rangez. Oh là là, et j'ai du mal ce matin. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ouh. Alors, j'avais parlé du fait que moi, dans ma jeunesse, j'étais énormément sur mon ordi. Bon, je suis encore pas mal, mais c'est vraiment moins critique qu'à l'époque. Et en relisant des vieilles chatlogs de personnes à qui je ne parle plus ou à qui je parle encore, j'ai retrouvé des conversations qui pouvaient dater de 3 mois, 6 mois, 2 ans plus. Et je ne me reconnaissais pas dans ces conversations. J'avais une idée vague de leur contenu, du comportement ou de l'approche, du masque social que je pouvais avoir vis-à-vis de la personne à qui je m'adressais. Mais en relisant les chatlogs, les phrases exactes que j'avais écrites à ces personnes, c'était comme une redécouverte. Et ça me paraissait étrange comme phénomène. Et je ne suis pas le seul à l'avoir observé. Et vous pourrez regarder sur internet, 2 chercheurs appellent ça l'effet Google. Mais je crois qu'il y a un nom un peu plus scientifique qui a été établi pour celui-ci. En gros, depuis la démocratisation dans les pays développés et en développement de l'informatique et de la bureautique, comme votre cerveau est paresseux, enfin, paresseux est un mot méchant pour dire comme votre cerveau aime être optimisé, vos systèmes neuronaux et le fonctionnement de votre recherche des souvenirs changent selon les outils que vous avez. Je vais vous expliquer le phénomène moderne, puis je vais vous donner un exemple historique qui vous montre qu'en fait ce genre de shift
qui accompagne l'évolution technologique de l'homme n'est pas du tout nouveau en fait, et est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Et pardon. Nanana. Ce qui est cool avec Internet, c'est qu'on a accès à un puits de données illimité du point de vue de la vie d'un homme. Vous ne pourrez jamais tout consulter, vous ne pourrez jamais forcément tout lire ou internaliser. Et ça, le cerveau, de façon consciente et inconsciente, l'a très bien compris. Et vous-même, quand vous travaillez à temps plein ou partiel sur un ordinateur, ou simplement quand vous les utilisez beaucoup, vous aurez naturellement tendance à classer de manière chaotique ou ordonnée, hein, ça dépend aussi des individus, d'un point de vue individuel, les choses que vous trouvez. Et votre cerveau a peu à peu shifté sa méthode de pensée vers comment je trouve là où je stocke mes données, plutôt que qu'est-ce que contient mes données. Je m'explique. Admettons que vous soyez fan de jeans et que vous utilisez votre ordinateur de façon très fréquente pour classer toutes les sortes de denim différentes de 2000 aux années 70, par taille, par créateur. Si vous utilisez votre ordinateur de façon très fréquente et ne prenez pas le temps forcément d'internaliser les données que vous lisez, ou que votre cerveau ne juge pas forcément nécessaire que vous reteniez tous vos détails, parce que de toute manière les détails sont déjà écrits sur un ordinateur, vous allez un peu oublier la globalité de le détail de toutes ces données, et vous allez vous souvenir de leur globalité, et assez précisément, étonnamment, de là où vous les avez rangés. Vous saurez que dans tel dossier, vous les avez rangés par créateur, donc vous savez que si vous cherchez les trucs du créateur, il faudra aller là. Vous saurez que les jeans des années 70, vous avez marqué en favori 3-4 sites qui vous donnent des sources incroyables, mais vous ne vous souviendrez pas forcément des noms des créateurs ou des sources en question. Votre cerveau va, quand il en aura l'occasion, toujours essayer de faire un terme rigolo, inventé par Urs Trolley. Si vous trouvez un équivalent français, ce sera cool parce que cocorico. Il va faire de l'outsourcing. Il va faire de l'outsourcing de vos données et de votre mémoire partout où il peut, parce que ça lui permet de conserver de l'énergie et de la réattribuer dans d'autres choses. Parce que je vous vois venir, amical, c'est chaud, cette capacité de la mémoire qu'on perd pour l'avoir shifté d'une manière différente, ça ne peut apporter que des lacunes au cerveau. Alors il y a du bon et du mauvais. Déjà, cette capacité à la mémoire plus précise peut se récupérer. D'un point de vue évolutif et générationnel, vous n'avez pas perdu les parties du cerveau qui en sont responsables, vous inquiétez pas, ça peut se travailler, même si ça peut être un peu dur, par technique d'internalisation de la mémoire, de répétition, d'internalisation, toutes les techniques scolaires qui étaient assez prouvées évidentes à l'époque où nos parents marchaient 30 km en montée à l'aller au retour pour aller à l'école. Enfin, il y a plein de méthodes qui vous permettent de travailler ça, hein. C'est les mêmes que vous aviez pour retenir vos poésies. Bref. Mais dans tous les cas, ce sacrifice développe d'autres parties de votre cerveau, en particulier la façon dans laquelle vous traitez vos données et vous les analysez. Comme on est dans une époque et qu'on a généralement, grâce à la technologie moderne et aux milliers d'années d'humanité qui nous précèdent, accès à des connaissances vraiment très variées, votre cerveau, comparé à vos parents, vos grands-parents, ont une capacité d'analyse, de traitement de données qui est supérieure là où... Excusez-moi, je mettais un truc. Vous savez plus naturellement, instinctivement, discerner le vrai du faux et vérifier la source de vos données. Face à un flux d'informations trop important, votre cerveau, sur la durée d'une vie, je parle même pas d'évolution ou d'épigénétique,
va réarranger un peu son système de traitement de données, et vous saurez mieux discerner le vrai du faux, chercher par instinct la source d'une information. Vous serez peut-être moins victime de certains tricks ou manipulations usées par exemple par la télé ou par les propagandes d'antan, parce qu'en fait elles sont tellement omniprésentes que pour avoir une vie normale en tant qu'individu bien pensant, votre cerveau verra au travers. Enfin, il faut faire simple. Ce que vous perdez en mémorisation globale, vous le gagnez en qualité d'étude de la pertinence d'une donnée. Alors ça, pour l'instant, ça reste global et c'est plutôt cool. Pour retrouver des sources, pour pouvoir en parler, c'est un peu dommage lors de débats ou de discussions assez poussées, parce que comme vous avez outsourcé les choses dont vous parlez, vous allez parfois avoir besoin d'outils externes pour pouvoir prouver votre point. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, qui arrive pas assez souvent en ligne d'ailleurs. Quand une discussion commence, beaucoup de personnes disent en pleine discussion, que ce soit écrit ou oral, ça je le sais, attends, voilà le document. Ou alors là, avec l'arrivée de l'IA, qui a juste en fait mis en lumière ce phénomène qui était déjà en place avant. Attends, je demande à ChatGPT les sources de ce que je t'avance, parce que je sais que c'est vrai et que je l'ai lu quelque part, mais je retrouve pas le dossier où je l'ai foutu. Ça, c'est en fait un modèle de discussion qui va se démocratiser et qui va devenir de plus en plus normé, parce que ce système de traitement des données dans les pays développés ou qui ont accès à Internet va en fait se répandre, est déjà en train de s'intégrer dans les neurones de nos enfants. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Je pense que les pousser à la mémorisation et l'internalisation de données, c'est bien, parce que sinon, de toute manière, les publicitaires, le gouvernement, tout ça, en fait, tout ce qui veut vous vendre un produit va comprendre ce nouveau système neuronal qui est encore assez jeune et va shifter en fait sa manière d'approche à l'individu pour pouvoir mieux capter votre attention. D'ailleurs, encore un truc, l'attention devient de plus en plus courte. Enfin, ça vous l'aurez tous remarqué, mais c'est pas forcément parce que les gens manquent de concentration, c'est plus parce que ils traitent la donnée plus vite et sur un plus court laps de temps, ils arrivent à juger si elle leur sera utile ou pas. Après, ça peut apporter des biais qui sont un peu négatifs, car certains individus... Oh, camion. Vroom, vroom. Parce que certains individus ont jugé trop vite une information qui aurait pu leur être utile ou pertinente, in fine, et la scrolleront au lieu de l'écouter. Bref, ça vient avec ses hauts et ses bas. J'ai dit que je vous donnerais un exemple historique. L'invention de l'écriture, les gars. Platon se plaignait déjà à l'époque où il vivait dans une ville, parce que c'était un riche connard, que les gens commençaient à apprendre à lire et à écrire, que la démocratisation de l'écriture pourrait être négative pour la mémoire humaine, parce que elle délaisserait l'effort intellectuel de la tradition orale et dénaturerait les échanges oraux que les gens ont entre eux et qui en fait permettaient, de son point de vue, de renforcer la connaissance et de la faire évoluer. C'est une réflexion qui peut être intéressante, qui peut être intéressante encore aujourd'hui d'ailleurs, mais qui est un peu désuète, j'ai envie de dire, parce que l'écriture permettait de poser des connaissances importantes qui ont été transmises de génération en génération, et cet effort mental de tradition orale, qui était précédé, on peut l'observer dans les grands singes,
par l'observation et le mimiquage physique des gestes et des habitudes de leurs aînés. En fait, c'est toujours de l'énergie mentale qui est réattribuée et qui est utilisée dans d'autres parties du cerveau, qui est plus utile pour vous en tant qu'individu dans l'époque et dans l'endroit où vous vivez. Le problème de la technologie actuelle, c'est que comme elle évolue très vite et que le système fait cas d'une adaptation aussi tout le temps rapide, votre cerveau va vite s'adapter à ces nouvelles technologies. Mais est-ce qu'elle sera toujours adaptée au monde qui lui est extérieur ? Est-ce que c'est bien pour votre cerveau ? Je ne sais pas. En tout cas, bref. L'invention de l'écriture a permis de délaisser la répétition. L'imprimerie a permis d'accéder à des connaissances globales, de les regrouper et de faire des comparatifs de sources. Et Internet a permis d'avoir un œil plus critique, une capacité d'analyse plus poussée sur toutes ces informations, afin de les recouper et d'en avoir de qualité, et d'avancer toujours plus en plus rapidement dans le traitement de données, leur analyse, leur pertinence, et l'évolution technologique en général. Il y a plusieurs points de discussion qui peuvent être intéressants vis-à-vis du sujet que je viens de vous donner aujourd'hui. Mais dans tous les cas, personnellement, je constate ça comme une évolution assez naturelle de l'esprit humain. Et voilà. Là, j'arrive au taf. Bon, j'ai été un petit peu éparse parce que je suis fatigué. Mais l'anti-sèche, c'est la mémoire humaine outsource son travail le plus possible vis-à-vis des technologies qui lui sont actuelles, qu'elle peut s'accaparer. Et c'est une forme de transhumanisme en soi qui a lieu depuis déjà l'arrivée de l'écriture et de la parole. Bisous.